Bonjour à tous, bienvenue dans A-News Sécurité. Vous savez, c'est l'émission Top Sécu qui est le grand rendez-vous des acteurs de la sécurité et de la sûreté en France. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai trois invités en la personne d'Elena Poincet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice, la fondatrice de Tetris. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais on peut déjà dire que c'est de l'expertise dans la cybersécurité. C'est évidemment un domaine passionnant, vous le savez, on a beaucoup de questions à vous poser. Olivier Allender à ma gauche, bonjour. Vous êtes le directeur de Verisure France. On le sait, Verisure, c'est le leader européen de la sûreté, de la sécurité des maisons, des habitations et aussi des petites entreprises, vous allez nous le dire. Et puis Pierre Brageux, bonjour. Bonjour Boris. Vous avez créé Toran France il y a 35 ans, qui est une des grosses entreprises spécialisées en sécurité privée en France. Si vous le permettez, messieurs, on va commencer par Elena. On va lui donner la parole aujourd'hui. Alors moi, c'est la première fois que je reçois une James Bond girl. C'est gentil. Vous avez effectivement fait votre carrière dans l'armée et puis après, vous avez rejoint les services, la DGSE, pour lesquels vous avez effectué des missions secrètes. Moi, j'ai toujours rêvé de rencontrer une agence secrète. Et ben voilà, c'est fait. C'est fait, Boris. Oui, effectivement, j'ai fait un parcours 26 ans dans l'armée, dont 14 à la DGSE. Et puis là, j'ai rencontré Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi de Tetris. De Tetris. Moi, quand j'entends Tetris, je me fais, c'est le petit jeu comme ça, très addictif, où vous devez assembler les formes. Ça a un rapport ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Tetris, ça veut dire technical, ethical, hacker, trusted, robuste, information security. En bon français. Voilà, j'ai c'est entendu ça. le mot hacker. Donc expliquez-moi ce que les hackers viennent faire là-dedans. Exactement, parce que Laurent Oudot, c'est un hacker. C'est-à-dire il a commencé à coder et à hacker son premier jeu à l'âge de 9 ans en 1984 sur le Commodore. Oui, on parle de jeu quand même. Voilà, sur le Commodore 64 de son père. Donc, et il est resté dans la matrice depuis tout le temps. Et du coup, lui était effectivement aussi à la DGSE et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je lui ai proposé naturellement de créer notre entreprise. Au départ, on a fait 2 ans de conseil pour les sociétés du CAC 40. Et puis là, on s'est aperçu bien qu'on bypassait toutes les solutions de cybersécurité présentes sur les parcs informatiques de nos clients. Et en 2012, je dis à Laurent, écoute, on ne peut plus rester comme ça, toujours critiquer sans construire quelque chose. Et moi, je suis toujours dans la construction. Et, dans l'opérationnel. Voilà, c'est ça. Et donc, on a décidé de créer une solution de cyberdéfense en 2012. En 2013, on a commencé à la vendre. Et on est passé du monde offensif au monde défensif, au final. Et maintenant, nous sommes 264 salariés et basés à Bordeaux, vous me le disiez. Voilà, toute la recherche et développement est sur Bordeaux, Pessac précisément. Et puis une partie ici au campus cyber à Puteaux, à la Défense. Et puis des filiales en Espagne, en Allemagne, au Danemark. Et puis aussi un support éditeur, puisqu'il faut un support éditeur 24/7 en faisant Tokyo, Pessac, Vancouver pour suivre les fuseaux horaires. Très bien. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que par nature, la cybersécurité, ça peut se faire à distance. Complètement. Et c'est un peu la différence complète avec votre métier à vous, c'est que vous avez besoin d'hommes, d'humains au quotidien, et c'est un métier de proximité. Absolument. Nous, on est sur le champ de bataille, alors que d'autres ont la chance de pouvoir travailler à distance. Voilà. Vous avez une équipe de 1700 personnes, d'après ce que j'ai lu, peut-être je ne suis pas actualisé. Vos chiffres sont pas bons, 2800. À 2800, ça a augmenté depuis les dernières. Absolument, on y travaille tous les jours. Oui, mais c'est la première chose qu'on voit d'ailleurs sur Internet quand on recherche Toran, c'est Toran recrute. Ah, mais comme l'ensemble du secteur, on a tous des gros problèmes de recrutement, donc il ne faut pas se voiler la face. Donc l'entreprise se développe, donc fatalement on a des besoins, et on est dans un secteur où le recrutement est un exercice de style extrêmement difficile. Mais on n'est pas le seul secteur frappé par ce problème. Je pense que c'est assez général, donc je serais étonné que vous n'ayez pas non plus de problème de recrutement, soit dit en passant. On va en parler. Quel genre de profil que vous recherchez ? Tous les profils, puisqu'on a aussi bien des profils opérationnels que fonctionnels. Donc au moment où on parle, sur 2800 collaborateurs, je dois avoir 170 postes ouverts, aussi bien pour des agents de sécurité que des profils d'encadrement intermédiaire, que des fonctionnels sur différentes fonctions au siège. Donc on a vraiment tout type de postes à pourvoir. Et au siège à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, on a 4 personnes à temps complet qui ne font que du recrutement à longueur de temps. Donc plus l'appui aux agences régionales. Donc on est en permanence en train de... Question subsidiaire, la féminisation du secteur ?
Alors, on y travaille. J'y travaille à titre personnel puisque, entre autres activités, je suis vice-président de la Fédération française de la sécurité privée et on m'a demandé, mais j'étais assez moteur là-dessus, de travailler sur une campagne de communication sur la féminisation des métiers de la sécurité privée. Je pense que c'est déterminant, non pas parce que c'est dans l'air du temps, mais simplement parce que compte tenu de nos problèmes de recrutement, faire l'impasse consciemment ou inconsciemment sur 50% de la population ne paraît pas pertinent. Et plus globalement, il faut qu'on travaille sur l'image du secteur. Pourquoi ? Pour faire comprendre que globalement, il y a une infinité de postes qui sont ouverts aussi à des femmes et qui font très bien le travail. Pas tous les postes, mais très honnêtement, je pense que 90% sont parfaitement faisables pour des femmes. Il y a quelques dirigeants sud-africains qui considéraient que 100% de la protection rapprochée devait être réservée aux femmes. Vous vous souvenez de cette anecdote ? Je me souviens de ça, mais je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et vous, j'imagine, c'est un petit peu plus différent. Vous avez peut-être plus de facilité à recruter des femmes, non, dans votre secteur ? Alors pas du tout. Non, c'est vrai ? Non, dans l'IT en général, c'est entre 11-15%. Ah oui, c'est tout. Et pour la cybersécurité, on est entre 5 et 10%, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis après, il y a un problème d'éducation aussi, et même de changement du baccalauréat maintenant avec ces différentes options qui éliminent déjà quelque part dès le départ des femmes pour être dans cette partie scientifique. Mais nous, on a la chance au sein de Tetris d'avoir 30% de femmes. Ouais. Donc, ce qui est assez extraordinaire, puisque justement, on arrive à ce moment où la mixité donne toute son ampleur et toute sa beauté, j'allais dire, au sein de l'entreprise, parce que ça crée quelque chose, une ambiance qui est complètement différente. Moi, je le sais, parce que j'ai vécu dans des milieux d'hommes, voilà, et je peux vous assurer qu'il y a quelque chose, une harmonisation qui se fait, qui est assez extraordinaire à vivre. Ouais. Et vous, quel est le genre de profil que vous recherchez ? J'imagine, sont des informaticiens, sont des spécialistes de... Un peu tout. Effectivement, Bac plus 5, ingénieurs en informatique, des développeurs, mais autant ceux qui font du web, autant des product owners, comme on est éditeur d'une solution, autant des chefs de projet, voilà, tous les métiers possibles, des commerciaux, du marketing. Il faut aimer les écrans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et le clavier. Et le digital. C'est vrai que nous, on n'a pas d'imprimante. Bah oui. Bien entendu. C'est ça, tout se fait par fichier envoyé vers les uns vers les autres. Alors un autre métier encore, en face de vous, Olivier Allender, bonjour. Vous dirigez Verisure France, vous parliez de beauté tout à l'heure. Olivier, c'est un secteur qu'il connaît particulièrement bien parce que vous venez de là, en fait. Vous venez de l'univers de la beauté. Je viens de l'univers de la beauté. Alors ça mène à tout, c'est fou. Alors, on peut se poser la question, finalement, c'est quoi le lien entre mes années beauté et puis Verisure ? Il y a ce qu'il y a en commun, je pense, c'est cette envie de démocratiser, d'universaliser des offres. Voilà. Et le constat que j'ai fait il y a 10 ans, en démarrant cette aventure Verisure ici en France, c'est que finalement, ces offres-là étaient très peu diffusées, étaient très peu connues, avec beaucoup de confusion des familles françaises, en se disant finalement, qu'est-ce que je peux faire pour bien me préserver de ce risque quotidien du cambriolage, du braquage, parce que Verisure, c'est aussi tout ça, l'incendie, l'urgence médicale. Et puis le constat que j'en ai fait il y a 10 ans, c'est que finalement personne n'avait véritablement adressé cette question. Le besoin, il est universel d'ailleurs, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'ensemble du monde, et personne n'avait véritablement adressé dans une offre un peu complète de répondre à un besoin qui est un besoin fondamental. Voilà. Donc ça a été le besoin fondamental. Le mot est important parce que c'est vrai que la sécurité, c'est un mot qu'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Exactement, c'est un droit fondamental. C'est un besoin primaire. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc Verisure est venu me poser à la fois une base technologique, puisque le point de départ du métier, c'est la technologie. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'à la différence de vous, c'est vraiment du matériel que vous vendez finalement. C'est le point de départ, c'est-à-dire il faut une très belle qualité de détection pour commencer à bien faire ce métier. Et puis ensuite, c'est toute la construction de cette chaîne humaine, parce que profondément, c'est un métier de service, donc c'est cette chaîne humaine qu'on met ensuite en face pour être capable de répondre présent le jour où il y a urgence. Et donc cette chaîne humaine, elle se matérialise en France, donc Verisure, c'est 3500 salariés, donc on est devenu maintenant une grosse entreprise sur le marché français, avec une très grande diversité de profils, à la fois évidemment le cœur du métier qui est la télésurveillance, et on a 3 centres en France
de télésurveillance. Et ça, c'est un peu le cœur du métier, 24/24, 7/7, être à l'affût de tous ces signaux d'alarme. Être là même quand on n'y est pas. Exactement, c'est 10 millions de signaux d'alarme qu'on traite par an. Donc on voit 10 millions 10 millions, donc ce sont des volumétries absolument gigantesques. Et dans notre métier de la sécurité, je pense qu'on partage ça, c'est d'aller trouver à l'intérieur de ces 10 millions... Parfois, c'est juste un petit rat qui passe devant les cellules. C'est comment trouver à l'intérieur de ces 10 millions les signaux vraiment critiques. Et pour illustrer ça, c'est 17 000 envoie des forces de l'ordre, pompiers, gendarmerie, police. Voilà, donc 10 millions qui vont se confirmer ensuite en 17 000. Voilà, donc c'est un très très beau métier. J'ai adoré mes années cosmétiques. Et vente par correspondance aussi, j'avais aussi. vu. Alors là, il y a prescription. Là, il y a prescription. Mais beaucoup de passion pour ce très beau métier de la sécurité. Non, mais c'est intéressant, les reconversions professionnelles, souvent. Alors, on peut parler quand même de ce groupe Verisure. C'est leader européen, d'assez loin. Vous êtes présent dans 16 pays, je crois, c'est ça ? 18 pays. Un peu à l'instar tout est inflationniste. On continue. On vient d'ouvrir très récemment l'Irlande. D'accord. Le pays avant était l'Argentine, donc on est aussi sur plusieurs continents. Le pays qui vient de perdre son match. Voilà, qui a perdu. Alors, n'étant pas argentin, on peut le dire, qui a perdu son match contre l'Arabie Saoudite. C'est anecdotique dans le projet Verisure. En tous les cas, on est très présent en Europe, très présent en Amérique du Sud. C'est vraiment les deux continents sur lesquels on se développe et on continue effectivement d'ouvrir de nouveaux pays. Vous me disiez que votre premier marché en Europe, ce n'était pas la France, qui est bien placée, mais ce n'est pas la France, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Et c'est historique. Et comment vous expliquez ça ? On a démarré l'Espagne il y a une trentaine d'années maintenant, et on se rend compte qu'il y a ce côté bâton de pèlerin, il y a vraiment ce côté éducation du marché à faire, donc c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'implantation locale. La France, c'est une centaine d'agences. Donc vraiment couvrant, faisant ce maillage territorial. Il y a 10 ans, on avait 2 agences en France. Donc il y a vraiment eu ce travail de proximité avec les consommateurs. Voilà, donc ça prend du temps. C'est une belle question qui me vient justement quand vous parlez de consommateurs, parce que c'est un petit peu la différence qu'il y a avec vos deux métiers, c'est que vous communiquez en B2C, comme on dit, c'est-à-dire de business to consumer. C'est-à-dire qu'on vous voit vraiment beaucoup, Verisure. Vous êtes une entreprise qui dépensait, j'imagine, pas mal d'argent dans la communication. Alors, la communication, c'est la face un peu émergée de l'iceberg, qui est cette visibilité qu'on essaie de donner à ce métier-là, et c'est vraiment un travail de pédagogie. Et puis après, il y a toute la face immergée de l'iceberg, qui est vraiment ce travail de proximité. Là, je le disais, Verisure en France, c'est 3500 collaborateurs. Le vrai investissement qu'on fait, c'est dans les équipes, dans le recrutement des équipes, dans la formation des équipes, la montée en compétences. Il y a très peu d'écoles. Donc les équipes, c'est quoi ? Ce sont des techniciens qui viennent installer, et puis c'est aussi des commerciaux, j'imagine ? C'est une très grande diversité de métiers. D'accord. Je pense qu'on doit avoir 40 métiers différents à l'intérieur de Verisure. Le plus emblématique, c'est la télésurveillance, parce que c'est un peu le cœur de notre réacteur, ces centres 24/24. Ce sont toute la partie technique de maintenance à distance et sur site des systèmes. On a plus de 400 techniciens qui font la maintenance tous les jours des systèmes au domicile de nos protégés. Et puis ensuite, c'est tous les métiers de service. Je veux déménager, je change ma banque. Voilà. Donc il y a toute cette vie. Nos clients restent en moyenne 15 ans. Donc il y a toute cette vie d'une famille pendant 15 ans à prendre en charge. Et puis après, il y a effectivement toute la partie commercialisation, l'amont, ce qu'on appelle nos experts sécurité, qui vont au domicile des particuliers. On traite aussi des entreprises, 20% de... Oui, c'est ce que vous disiez, des petites entreprises. Des petites entreprises, c'est 20% de notre activité. Les locaux d'une petite entreprise, ça peut ressembler à un appartement. Voilà, c'est un peu la même typologie de risque et la même typologie d'habitation. Et donc, il y a toute cette intensité qui est sur le terrain, et ça a été vraiment notre développement. On partage aussi ces recrutements, ces 250 recrutements par an, et dans toute cette diversité de métiers, et avec un focus particulier, pour revenir sur votre premier point, sur le recrutement des femmes. C'est quelque chose qu'on a plutôt bien réussi. Et finalement, le premier combat qu'on a peut-être eu, c'était de convaincre les hommes que c'était une bonne idée. Et ça a été le chemin qu'on a eu, c'était de se dire, mais finalement, ce métier, non seulement il peut être très bien fait par les femmes, mais peut-être mieux que les hommes. Et c'est vraiment ce qu'on observe aujourd'hui. Et je n'oserais évidemment pas faire le lien avec l'expert de cosmétiques que vous y étiez. Alors peut-être. Peut-être qu'on revient toujours à ses premières amours. En tous les cas, très clairement, ce qu'on observe, c'est que profondément, c'est un métier à la fin, c'est de la confiance. Et que les femmes incarnent parfaitement bien cette promesse de confiance. Alors j'imagine que le métier quand même a beaucoup évolué avec la technologie aussi. On voit qu'aujourd'hui, depuis son smartphone, et je vous poserai évidemment aussi la question, on peut beaucoup mieux sécuriser son habitat.
Oui, alors la technologie on voit les choses aujourd'hui sur son smartphone. Oui, complètement. Alors la technologie, ça a été les 30 années de Verisure. Je pense que si on est là aujourd'hui en leader européen, c'est parce qu'on a amené toute cette innovation technologique depuis 30 ans. Alors des choses qui aujourd'hui sont complètement basiques, mais on était les premières alarmes à être capable de voir ce qui se passait au domicile. C'est plus facile pour faire une levée de doute à distance de savoir ce qui se passe au domicile. Voilà. Et donc ça a été les premières choses qui ont profondément changé le métier. Plus récemment, on a fait l'acquisition de Arlo, donc l'acquisition Europe de Arlo, qui est un des leaders mondiaux en matière de caméras connectées sur IP. Voilà, et ces nouvelles caméras dans une miniaturisation exceptionnelle, une autonomie de batterie absolument incroyable, du 4K, enfin, franchement un condensé de technologie. 4K, ça veut dire que vous pouvez zoomer presque autant que vous voulez. Avec très peu de pixels, donc on arrive à avoir une qualité franchement exceptionnelle dans une taille absolument minime. Et depuis qu'on a fait cette acquisition, on est capable d'avoir lancé l'ensemble de ces caméras et à l'intérieur et à l'extérieur. Et on sait que la détection extérieure, c'est plus difficile que la détection intérieure. On y a emmené l'intelligence artificielle. Donc non seulement on sait ce qui s'y passe, mais on sait reconnaître ce qui s'y passe. Donc on voit bien que la technologie, c'est ce qui vient nous aider à mieux faire encore notre métier. Ce qui permet de mieux filtrer les fausses alertes. Exactement. Très bien. J'imagine que vous êtes beaucoup moins dépendant, Pierre, de l'innovation technologique. Comme on le disait tout à l'heure, ça reste très humain, votre métier. Non, mais paradoxalement, pas du tout. Je suis un homme de surveillance humaine, donc notre prestation de service, c'est tout ce qui est prestation humaine, de sécurité. Donc le cœur de notre métier, c'est la gestion des ressources humaines, mais je crois que c'est vrai de tous les métiers, quels qu'ils soient. Sauf que je suis persuadé que l'avenir de la science humaine, c'est le mix homme-technologie. Et pourquoi ? Parce qu'il faut apporter de la valeur ajoutée à nos prestations. L'agent de sécurité doit être dans un environnement technologique. Pourquoi ? Pour avoir une prestation qui soit plus efficace, plus fiable. Donc nous, on est chez Torrent France engagé dans le mix homme-technologie résolument, avec un poste de commandement opérationnel qui désormais fonctionne à pleine cadence. Nous faisons de la télésurveillance, mais je dirais presque qu'on n'en fait pas, et quand on en fait, c'est pour des entreprises. On a une clientèle résiduelle de particuliers, mais c'est assez limité. Par contre, on est sur le télégardiennage. Bref, on est sur l'appui technologique au troposol, pour pas caricaturer, avec le même effectif, avoir une prestation nettement élargie, ou pour une même prestation, pouvoir diminuer les effectifs, puisque, qu'on le veuille ou non, la masse salariale, c'est quand même ce qui coûte le plus cher. Et donc, il faut simplement que les agents de sécurité soient mieux formés, plus performants, et donc l'appui technologique est déterminant. Donc, contrairement à ce que vous imaginez, la technologie a fait son entrée depuis déjà un moment sur la partie surveillance humaine. Vous savez, aujourd'hui, un PC sécurité, de toute façon, vous avez de la technologie partout, et des agents qui étaient peut-être performants, efficaces il y a 20 ans, aujourd'hui sont probablement plus au goût du jour. Donc là encore, il y a une montée en puissance et la technologie est de plein pied dans la surveillance humaine. Mais nous avons le plaisir de gérer des ressources humaines avec toutes les joies que ça procure et parfois quelques petites contrariétés. Mais nous, on est dans l'humain, évidemment. On peut préciser que vous avez eu des responsabilités au MEDEF ? Mais j'en ai toujours. Donc effectivement, oui, j'ai l'avantage d'être depuis pas mal d'années engagé au niveau de la branche professionnelle et pas être totalement neutre pour tout un tas de raisons, et être engagé aussi au niveau interprofessionnel. Et effectivement, j'ai eu et j'ai des responsabilités au MEDEF, ce qui me permet oui, et même national. Et puis j'ai été président du MEDEF Hauts-de-Seine pendant 7 ans, donc je suis définitivement attaché à mon département des Hauts-de-Seine. mais ceci étant, ça permet aussi d'avoir un regard interprofessionnel qui permet de sortir un petit peu de son champ clos. Et par exemple, on parlait des problèmes de recrutement, de s'apercevoir qu'il y a plein de secteurs qui sont impactés et qui ont aujourd'hui des problèmes massifs de recrutement, et de voir aussi les évolutions de secteurs connexes. Je suis au groupement des professions de services, ça me permet aussi de voir dans des secteurs de services qui sont assez proches parfois, mais qui ont des équations économiques différentes. Je pense par exemple à la propreté, et de voir ces évolutions. Donc ça permet aussi non pas de faire des comparaisons, mais simplement de voir comment les uns et les autres évoluent, sachant qu'au niveau recrutement, on est tous en concurrence désormais les uns avec les autres, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs qui s'ouvrent à la sécurité privée, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans par exemple ? Je crois que la sécurité privée, au sens surveillance humaine, monte en puissance progressivement, mais il ne faut jamais oublier que c'est un secteur économique comme un autre. Donc, fantasmer sur des marchés qui, jusqu'à présent, étaient dévolus au public et qui vont basculer dans le privé, oui, pourquoi pas. Mais c'est une évolution qui est inévitable, qui va aller croissante, d'accord, mais il n'y a pas de révolution majeure. C'est plutôt dans les risques et les menaces auxquels on est confronté qu'on a des évolutions qui sont assez sensibles. Et là, il faut être attentif. Exemple ?
Exemple, une montée de la radicalisation. On a maintenant des mouvements écolos, par exemple, qui ont des actions plutôt violentes. Vous protégez les tableaux de Van Gogh alors maintenant? On protège pas mal de choses, figurez-vous, mais donc on est confronté... Contre la soupe en boîte. On est confronté à l'évolution de la société, tous autant qu'on est, et la montée des cambriolages inévitablement amène de l'activité à mon confrère. Donc voilà, on se doit d'être... Il y a une vraie inflation du nombre de cambriolages On est confronté à l'évolution de la société, tous autant qu'on est, et la montée des cambriolages inévitablement amène de l'activité à mon confrère. Donc voilà, on se doit... Il y a une vraie inflation du nombre de cambriolages ou c'est un chiffre qui reste à peu près maîtrisé, stable? C'est un chiffre qui est relativement stable. Et ce qui est intéressant dans le chiffre, c'est qu'on ne voit pas la corrélation entre l'évolution des cambriolages et le taux d'équipement. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que cette promesse, elle dépasse largement celle des cambriolages. Et c'est un peu un des enjeux, en tous les cas, pour un métier comme celui de Verisure, c'est de faire cette pédagogie qu'on traite de beaucoup plus que le cambriolage. Je le disais, l'urgence médicale, c'est une réalité quotidienne. C'est une très grande partie des signaux qu'on vient traiter, des signaux d'urgence. C'est une des questions que je voulais vous poser. Moi, on voit souvent dans l'actualité, vous savez, ces caméras de surveillance, par exemple, sur la maltraitance des personnes âgées ou la maltraitance des nounous à l'égard des jeunes enfants. Ça fait partie de la communication que vous pouvez établir, vous, pour votre groupe? On va moins traiter de la surveillance quand les gens sont au domicile. Qui est une autre catégorie, et donc on va traiter du risque à partir du moment où le risque va être, typiquement, j'ai mis mon système d'alarme en mode nuit, je suis agressé la nuit, et quelqu'un va tenter de pénétrer à l'intérieur du domicile. Voilà, ce type de homejacking qui malheureusement est de plus en plus réel, parce que c'est une chose qu'on observe, c'est pas forcément une augmentation des cambriolages, mais une intensité plus forte à l'intérieur du cambriolage. Plus de violence. Plus de violence. Pour voler un véhicule... un joli véhicule aujourd'hui, il vaut mieux avoir les clés du véhicule que d'essayer de voler le véhicule sans les clés. Donc il y a une tentation plus grande d'aller voler les clés chez la personne pendant qu'elle y est, plutôt que de tenter de voler le véhicule. Voilà. Donc on observe, nous, plutôt une plus forte intensité, et c'est d'essayer de préserver tout ça. Mais si on tire les traits, et c'est vraiment ce sur quoi Verisure continue d'innover, la sonnette connectée, par exemple, le fait d'avoir cette sonnette extérieure qui permet d'avoir un visu immédiat, donc vidéo, avec un échange audio, ça permet de commencer à faire un métier qui n'est pas exactement celui de la sécurité, parce qu'on va aussi traiter de la livraison, d'une livraison quelconque, mais c'est le début de la sécurité, puisque c'est la première interaction à la porte. Voilà. Donc on voit bien que ce type de nouvelles technologies, elle crée aussi des nouveaux besoins, parce que ça permet aussi de voir quand les enfants rentrent de l'école, et d'être rassuré de voir que les enfants, effectivement, sont rentrés de l'école. Donc voilà, notre terrain de jeu, on l'espère, va plutôt grandir au-delà de la courbe des cambriolages, dont on espère tous qu'elle va surtout baisser, et on Verisure y contribue. Bien sûr. Très bien. On parlait tout à l'heure, avec un peu d'humour, de la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite au mondial de foot au Qatar. Nous, on attend des grands événements en France, notamment la Coupe du Monde de rugby, et puis évidemment les Jeux Olympiques qui se profilent en 2024. J'imagine que vous allez avoir votre part un rôle à jouer là-dedans. Alors déjà, moi je suis au comité stratégique de la filière sécurité et cybersécurité, avec tout ce qui compose ce comité. Et effectivement, tout ce qui est grands événements sportifs, etc., ça a commencé en décembre 2018, où on a travaillé, nous les industriels, à savoir ce qu'il fallait mettre en place, comment gérer ces flux qui vont arriver justement sur le territoire national. Et puis, après, il y a eu le Covid, donc ça s'est un petit peu arrêté par la force des choses. Et là, maintenant, il y a un travail de nouveau. Et d'ailleurs, il y a eu un kick-off, je me souviens, en 2021 avec le ministère de l'Intérieur, justement pour délivrer une certaine somme. Et là, actuellement, des expérimentations sont faites au niveau national pour savoir la protection sécurité physique, je sais
sais pas, pour entrer sur le Stade de France, l'écran qui est sur le Stade de France, est-ce qu'il est bien protégé au niveau hacking? On imagine alerte à la bombe et puis un mouvement de foule, comme ça s'est vu dans d'autres pays. Ou la diffusion de messages subversifs. Voilà, ou ce qu'on veut. Et voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place actuellement et normalement, à la fin de l'année, certaines entreprises. Et normalement, aussi, il a été décidé qu'au sein du comité stratégique de la filière, que 30% des PME françaises doivent avoir un contrat lié justement dans le cadre de ces événements et que, que ça revienne dans l'économie française. Tout cet argent qui est déployé parce que c'est des coûts monstrueux. L'idée, c'est évidemment de mettre l'accent sur la prévention. Et pour être efficace en termes de prévention, il faut toujours avoir un coup d'avance sur les hackers de l'extérieur. Il faut que vos hackers à vous, maison, ils puissent anticiper suffisamment. C'est une course sans fin, finalement. Alors, nous, on a mis en place, on édite une solution contre les ransomware, justement comme un vaccin anti-ransomware, rançon logiciel, depuis 2013. Et on le place dans les stations de travail et les serveurs, et ce qui permet à chaque fois qu'un virus malveillant arrive, il est automatiquement analysé, automatiquement traité. C'est un brevet que vous avez déposé? Non, c'est pas un brevet, c'est la magic sauce, comme on dit, mais un savoir-faire et qui est connu aussi. Nos principaux concurrents sont américains ou israélo-américains. Et justement, on est là à surveiller le système d'exploitation de Windows, d'un Mac ou d'un Linux pour voir quel est le comportement malveillant qui se passe à l'intérieur pour éviter justement qu'un ransomware se propage et puis après il se propage sur tous les parcs et là on chiffre et puis la cybercriminalité qui elle attend justement que le parc soit fermé complètement pour laisser ce petit message en disant si vous voulez vos données, eh bien ça vous coûtera 1 million d'euros, voilà. Et puis par rapport à toute la sécurité dans les maisons, etc. et tous ces objets qui sont de plus en plus connectés. Maintenant, il faut faire extrêmement attention parce que pirater tout ça et arrêter l'alarme ou arrêter le chauffage, ouvrir les volets, ouvrir la porte du garage, etc., se fait facilement pour un hacker. Donc il faut absolument des solutions qui soient robustes en termes de sécurité informatique. Et ça, c'est pas ce qu'on trouve forcément sur le marché, puisque le but, c'est de vendre à moindre coût. Et les coûts de la cybersécurité, c'est comme la sécurité physique. Nous, tout ce qui est ordinateur, quand on représente ça, parce que c'est extrêmement compliqué pour les gens qui n'y connaissent pas en cybersécurité, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut? Il me faut plusieurs serrures sur ma porte d'entrée, il me faut effectivement un rayon, un détecteur de mouvement dans ma maison. On essaye de vulgariser tout ça pour expliquer justement aux dirigeants des entreprises que c'est extrêmement important à l'heure d'aujourd'hui de mettre une solution qui coûte 20 € sur un poste d'ordinateur et qui peut vous sauver complètement votre part informatique et votre legacy et votre chiffre d'affaires puisque beaucoup de sociétés se sont retrouvées pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, avec plus rien et d'autres à mettre la clé sous la porte. C'est ce que j'allais vous dire. Une fois que le pirate est entré dans la machine ou que le système est hacké, c'est trop tard. Mais c'est pour ça que, justement, tout ce qui est détection, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque part fini, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de normal. Nous, on est dans la détection et la réponse immédiate avec notre intelligence artificielle, avec toute notre hyper-automatisation que nous avons mis en place au sein de Tetris. Et c'est ça qui fait la force, parce que quand vous avez plus de 500 ordinateurs qui sont chiffrés comme ça en moins d'1 minute, un humain ne peut plus réagir. Il ne peut plus se dire « j'analyse, je neutralise ». Il n'a même pas le temps de le voir que ça y est, c'est déjà fini. Donc il faut le système qui soit... Voilà, et le système se nettoie tout seul. Et c'est ça la force de Tetris. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, vous avez une grosse structure, un média, par exemple, dans le pire des cas, qui se trouve hacké, piraté? La solution, c'est quoi? On ferme tout? On ferme la boutique, on éteint? Après, on espère que cette société, que ce média a des backups pour pouvoir se remettre au moins, je sais pas, J-24, J-1, pardon, et à replacer toutes ces données, etc.
Donc ça le danger. Systématiquement les données, les sauvegardes, les sauvegardes. Voilà, les sauvegardes. et que les sauvegardes soient bien mises à côté et pas en ligne sur le réseau, parce qu'elles aussi elles vont être chiffrées. Quoi. Très bien. Et donc, vous dites les motivations en général des pirates, c'est, bon, vous l'avez expliqué, la rançon, mais globalement, c'est quoi? C'est juste pour nuire? C'est juste... Ah non, mais la cybercriminalité, c'est pour comme voler des données. c'est mondial. C'est comme un État. Une cybercriminalité, c'est un service de recherche et développement, un service d'opération, un service de recrutement, un service financier. Et tout ça, c'est quelque chose qui, au niveau mondial, c'est le premier... trafic, ils ont dépassé, leur chiffre d'affaires a dépassé celui de la drogue. Ah oui, on est vraiment dans un modèle économique qui est surprenant. Là, on a été plus ou moins tranquille parce que la guerre russe-Ukraine a fait que justement la cybercriminalité s'est un peu cassée puisque les hackers ukrainiens qui travaillaient au profit des Russes, tout ça s'est cassé. Ouais. Donc on a eu 6 mois de tranquillité plus ou moins, et depuis juillet là ils recommencent à travailler parce qu'ils ont besoin de faire un chiffre d'affaires, ils ont besoin de vivre. Ah oui, d'accord, c'est une économie carrément. Pierre, vous aviez un... Ah non, c'est un secteur économique, il y a même des systèmes de franchise. Ouais, c'est complètement incroyable. Ah ouais. C'est violent, oui. Bah oui, je vois ça. Donc c'est un sujet qui évidemment nous concerne tous, la cybercriminalité, et puis c'est en pleine expansion évidemment. Vous, ce sont des sujets qui vous intéressent aussi, même si c'est pas votre cœur de métier? Alors nous, on sera plutôt du côté potentiellement du client. C'est évidemment une attention première dans une entreprise de sécurité. C'est quelles sont toutes les choses qu'on a pu faire pour se prémunir de cette tentative. Pour en illustrer une, alors qui est tout à fait différente de ce qu'on décrit ici, qui est plutôt d'intrusion dans les systèmes d'information. Dans notre univers des alarmes télésurveillées, il y avait les fameux brouilleurs, brouilleurs d'ondes, qui font que finalement on peut perturber avec un petit outil, on peut perturber la communication GSM par exemple, qui est très souvent dans ces systèmes grand public. Le canal de communication, Verisure en 2012 a développé avec Sigfox, qui est une petite pépite française qui a travaillé sur le bas débit justement, et donc un peu le contre-pied de la pensée courante, on a besoin de beaucoup de débit. En fait non, pour certaines applications le très bas débit est suffisant, et le très bas débit a une qualité, c'est qu'il résiste beaucoup mieux au brouillage des ongles. Voilà. Et donc on a développé... On passe sous le radar. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la dispersion de la bande fait que c'est beaucoup plus difficile d'aller attaquer le faisceau de communication. Et, voilà. Et donc en ayant développé... nos systèmes d'alarme sont désormais connectés au GSM d'un côté, au canal mobile, et à Sigfox de l'autre côté, qui permet en cas d'attaque d'un réseau par le fameux brouilleur de garder ce canal de communication qui permet de détecter le brouillage et d'alerter nos équipes que le système a été brouillé. Voilà, donc les modes d'attaque sont différents, mais la finalité est un petit peu la même. C'est comment je viens perturber un système pour en sortir un bénéfice. Voilà, donc c'est une question qu'on aborde évidemment de manière très sérieuse en tant que leader de cette industrie. On a cette responsabilité très clairement. Et c'est vrai que tout le monde peut se faire pirater. Au final, puisqu'il suffit d'avoir un mail, une pièce jointe, une clé USB, cliquer sur un lien, des serveurs même se font hacker, des data centers complets se font arrêter. Voilà, il faut simplement avoir la bonne protection. Qui n'a pas un jour dû faire face à un virus? Oui, mais alors justement, virus dit antivirus dans l'esprit des gens, mais ça c'est une technologie qui est finie. C'est-à-dire que l'antivirus neutralise, arrête le virus qu'il connaît par un système de signature. Voilà. Et là, maintenant, c'est la nouvelle technologie, ça s'appelle EDR, Endpoint Detection Response, et c'est-à-dire que ça permet d'analyser les menaces qui sont inconnues à l'antivirus. Parce que l'antivirus a ses signatures qui lui sont propres, suivant sa marque, etc. Mais il faut aussi voir toutes les autres menaces qui arrivent. Parce que même, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Windows a à peu près 80% du parc au niveau mondial. Et Windows, c'est une passoire numérique. En fait, tous les mois, il y a des mises à jour du système. Mais il y a énormément de failles à l'intérieur. Et même les hackers se mettent dans Windows pour construire leurs armes informatiques et passer au travers de tous les systèmes qui peuvent justement arrêter les menaces. Et comment vous expliquez d'ailleurs, moi c'est une question que je me suis toujours posée en béotien,
Pourquoi Windows est beaucoup plus sujet au virus que Apple, par exemple? Parce que Apple ont mis dès le départ une solution plus robuste. D'accord. Voilà, ils ont un système d'exploitation qui leur est propre et qui fait qu'ils font attention à ça. Alors que Windows, maintenant, ils essayent de mettre. Ouais, voilà, mais ils n'y arrivent pas. Très bien. Écoutez, merci en tout cas à tous les trois. Notre discussion touche à sa fin déjà. On en sait un petit peu plus évidemment sur la sécurisation des domiciles et des petites entreprises. On l'a bien vu, la vidéosurveillance. Sur la sécurité privée avec le représentant de Thorad qui était avec nous aujourd'hui. Donc cette société, jolie société qui fête ses 35 ans. Hein. C'est bien ça. Et puis la cybersécurité, ce sujet passionnant et dont on n'a pas fini de discuter évidemment avec Elena Poincet et donc Laurent Oudot, votre associé, pour la société Tetris. Merci à tous pour votre attention. Nous nous retrouvons très prochainement pour rencontrer donc de nouveaux acteurs de la sécurité et de la sûreté en France avec l'émission Top Sécu. À bientôt.